Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe, 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 attention, Philippe, ne le pas rappeler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Les membres du groupe Eto, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Chasse Patate. Très content de vous retrouver pour cette deuxième partie de la saison qui a repris, on va le dire, sur les chapeaux de roue. Et pour vous accompagner aujourd'hui, Bertrand et Johan sont présents. Messieurs, est-ce que vous êtes là et en forme ? On est là, en forme plutôt, oui, ça va bien. Pareil. En attente des nouvelles, en effet, par rapport à qui s'est passé hier. Exactement, on va en reparler. Au programme de ce chasse-patate, on va évidemment revenir sur la victoire d'Arnaud Démare sur l'épreuve italienne Milan-Turin. On va évoquer également le Tour d'Occitanie qui s'est clôturé il y a quelques jours. On a vu certains protagonistes du prochain Tour de France, dont Thibaut Pinot, s'affronter sur les routes du sud de la France. Mais pour commencer, bien évidemment, on souhaitait s'arrêter quelques instants sur l'incident terrible qui s'est déroulé sur la première étape du Tour de Pologne. Vous avez sans doute vu ces images qui glacent le sang littéralement. On resitue brièvement le contexte. Un sprint lancé à pleine vitesse en descente vers la ligne d'arrivée, Dylan Groenewegen qui ferme la porte sur sa droite et qui envoie littéralement le jeune coureur Fabio Jakobsen de la Deceuninck Quick-Step dans les barrières. C'est un choc violent, un choc effroyable qui implique de nombreux coureurs, notamment de la Groupama FDJ ou encore de l'UAE Team Emirates. Alors évidemment, au moment où on enregistre ce podcast, on va se prononcer en rien, on va s'avancer en rien. Mais à date, Bertrand, quelles sont les nouvelles issues de la nuit ? On rappelle qu'on enregistre ce podcast le lendemain matin de la chute de Fabio Jakobsen. Alors là, les dernières nouvelles qui ont été données par les médias polonais et qui ont été données, je crois, par le directeur de l'hôpital, c'était Jakobsen qui vient d'être opéré pendant 5 heures cette nuit. Pour le moment, ça s'est bien passé vu qu'il n'y a pas eu de complications. Et il n'y a pas de séquelles au niveau du cerveau, mais ils doivent attendre le réveil. C'est pour ça qu'ils vont essayer de le réveiller aujourd'hui. Et pour le coup, on espère que ça va bien se passer sans problème. A priori, c'est les problèmes qu'il a, c'est surtout sur toute la face. Donc, il y a des problèmes à la mâchoire, à la trachée, mais également au niveau de la poitrine. Donc, il y a des difficultés encore à respirer. Donc la moelle épinière et son cerveau seraient hors d'atteinte, si on peut se prononcer ainsi, ce qui sont déjà des premières nouvelles extrêmement rassurantes par rapport aux images qu'on a vues hier en fin d'après-midi. Il faut espérer. Encore une fois, ils disent bien que pour les signaux actuels, c'est le cas. En revanche, ils doivent néanmoins attendre le réveil pour justement vérifier tout ça. Ok, donc on va avoir plus d'infos dans la journée. Johan, est-ce que toi tu as regardé en live l'arrivée du Tour de Pologne ? On va revenir assez rapidement ensuite sur cette arrivée qui fait débat déjà depuis pas mal d'années. On sait qu'elle est en descente, donc les coureurs arrivent lancés à près de 80 km/h. C'est une des arrivées les plus rapides de la saison. Johan, est-ce que tu as vu ces images en direct ? Comment est-ce que tu as appris cette nouvelle ? Alors, moi je l'ai pas vu en direct. J'ai d'abord vu les réactions sur Dylan Groenewegen, assassin, machin, tout ça. Donc, la question c'était qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que surtout que c'était juste après le tweet de Calmejane sur Cyril Barth. Donc j'avais l'impression que c'était une espèce de détournement et j'étais pas très sûr de ce qui se passait. Et donc je suis allé sur les réseaux sociaux pour essayer de voir les images. Et oui, effectivement, c'est assez terrifiant comme chute. Comme ça, te fait bien embarquer dans les barrières et c'est assez dur à voir. Donc je l'ai eu ressenti de ce côté-là. Ça m'a peut-être un peu fait que ça a été moins violent à voir parce que je m'attendais à voir ça. Je pense qu'en direct, vraiment, ça devait être très choquant. Donc mon ressenti, je pense, est moins pire que d'autres personnes qui ont vraiment pu vivre le moment de manière plus difficile. C'est vrai qu'en direct, c'était assez choquant pour ceux qui ont regardé notamment sur Eurosport. Bertrand, cette arrivée fait jaser déjà depuis de nombreuses années. On a des coureurs qui sont montés au créneau. Je pense notamment à Robbie McEwen, à Alessandro De Marchi ou encore Simon Geschke, pour ne citer évidemment que ceux-là, qui sont montés un petit peu au créneau depuis hier pour contester ou revendiquer une arrivée dangereuse au Tour de Pologne. Pourquoi est-ce qu'on retourne sur cette grande avenue en descente pour l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne ? Pourquoi on ne prend pas en mesure les échos des coureurs et leur avis ?
Eh ben, c'est un peu comme beaucoup de faits divers, c'est-à-dire il faut attendre que le drame se produise pour que les institutions réagissent. Après, il ne faut pas non plus se leurrer des sprints dangereux. Il n'y a pas que celui de Pologne, hein. Tu as souvent des sprints qui se terminent avec un virage à 50 mètres de l'arrivée ou 100 mètres, ce qui est tout aussi dangereux. Et il suffirait d'avoir un même accident pour qu'on ait une telle polémique. Il y a une réflexion globale à avoir au niveau du sprint. Après, c'est pas moi qui vais pouvoir dire ce qui est bon à faire parce que je pense que c'est essentiellement aux coureurs et aux institutions de prendre le sujet à bras le corps. Alors, tu fais bien de le dire parce que il faut aussi être un petit peu mesuré. On a vu beaucoup de propos très virulents. Il faut être aussi mesuré et attendre. On a critiqué un petit peu cette arrivée du Tour de Pologne, où elle se situe, comment est-ce qu'elle est organisée, comment est-ce qu'elle est orchestrée logistiquement. On remet en cause les plots, donc les rails, les plots en béton qui servent à harnacher les structures. Sans trahir de secret, ces plots en béton, on les retrouve aussi dans d'autres organisations. Elles sont nécessaires pour harnacher notamment face au vent et faire contrepoids. Donc il faut aussi toute proportion gardée. On a aussi ce type d'installation dans d'autres courses, donc il ne faut pas non plus tomber directement sur l'organisation du Tour de Pologne. Toi, sur tout ce que tu as vu, Johan, sur les images qui ont suivi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour éviter ce genre d'accident ? Justement, le rôle des barrières, c'est d'éviter que les coureurs sortent de la route aussi pendant le sprint. C'est pour ça que normalement, on essaye d'éviter d'avoir des barrières qui ont des pieds qui dépassent pour pas que les coureurs puissent se prendre dedans. Et c'est aussi ce qu'a fait remarquer Robert McEwen, c'est que normalement, les barrières doivent être fixées au sol. C'est pas normal qu'elles aient pu se soulever comme ça quand Jacobsen soit rentré dedans. Et justement, pour pouvoir, une fois si Jacobsen chute dedans, et pas qu'il se fasse embarquer à l'extérieur. Donc ça, c'était un des vrais problèmes d'organisation. Après, sur l'arrivée en descente, je pense que le ressenti des coureurs, c'est important. Donc, si eux, ils le sentent pas, c'est pas normal que l'organisation l'ait remis plusieurs années de suite. Après, à titre personnel, je trouve que là, on critique beaucoup cette arrivée parce que Groenewegen a fait quelque chose de très problématique. Moi, ce qui me jette plus dans le genre d'arrivée, c'est pas tellement le fait d'avoir un sprint en descente à très haute vitesse, c'est plus le fait qu'il va y avoir le grand photographe juste derrière la ligne alors que les coureurs vont arriver à 90 km/h, quoi. Si on fait une arrivée comme ça et qu'après on laisse 200 mètres derrière pour les coureurs, ils aient de la marge, ça me gêne pas forcément autant que ça. Ou en tout cas, pas la mettre sur la première étape là où c'est vraiment nerveux, quoi. Genre en fin de tour, serait déjà plus raisonnable. Je pense que l'arrivée à revoir, effectivement, je pense que là, l'arrivée se prend un peu un backlash à cause de ce qui est arrivé, qui est pas forcément tout le temps, qui est un peu instinctif et qui est pas forcément tout le temps réfléchi sur comment ça se passe vraiment une course. Mais oui, je pense qu'il y a un gros problème avec les barrières et je pense que de manière générale, ça n'arrivait pas bien placé à ce moment-là de la course. Tu as évoqué Robbie McEwen, ce qu'il a dit hier soir. Est-ce que tu peux repréciser un petit peu pour les auditeurs ce qu'il a mentionné par rapport aux barrières, pour être très précis ? Alors, en fait, normalement, dans le règlement UCI, une barrière à l'arrivée doit être fixée au sol, elle ne doit pas pouvoir se soulever, en fait. Alors, mais normalement, en fait, oui, du coup, Robbie McEwen s'insurgeait sur le fait que c'était pas normal qu'une barrière puisse se soulever comme ça sur une arrivée et que, enfin, justement, que ça puisse arriver ce genre de choses, quoi. Justement, il me semble qu'il y a une chute avec Cavendish qui est arrivée une autre fois, justement, où il s'était fait reprojeter sur la route, ça allait éviter de partir sur les côtés. Et c'est quelque chose qui souvent peut arriver dans les organisations de course, c'est que c'est bien d'avoir des standards de barrières, de règlement et de protection. Il faut aussi que les organisateurs aient les moyens d'accéder à ce genre de barrières et les moyens que les collectivités qui sont sur place aient ce genre de matériel. Donc c'est toujours un peu compliqué à mettre en place. C'est aussi pour ça que souvent il y a des espèces d'ajustements un peu hasardeux. Et en tout cas, c'est bien de pouvoir remettre ça en place. C'est très important ce que tu dis parce que effectivement le fait d'avoir des barrières en quantité suffisante adaptées, c'est pas forcément chose facile quand on travaille au sein des collectivités publiques. Donc effectivement, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Bertrand, juste pour terminer sur ce point-là, on a eu un petit coup de gueule d'Alessandro De Marchi qui disait que de manière générale, on était
je ne m'inclus pas dedans, que le monde du vélo était un petit peu tous complices de cet accident et qu'il fallait se servir de ce drame pour reposer les choses, c'est-à-dire qu'on accepte d'aller toujours plus vite dans des configurations toujours plus complexes, que les simples matelas de protection, les simples barrières ne suffisent plus forcément à la sécurité. Donc ça va peut-être amener à reposer un petit peu les choses pour la suite du cyclisme professionnel. J'aimerais y croire, mais je ne suis pas intimement persuadé que ce seul accident fasse évoluer énormément les choses. Parce que tout simplement, il y a quand même une force d'inertie qui est assez forte dans le cyclisme, ne serait-ce qu'à l'UCI, que la voix des coureurs, elle est quand même assez faible dans les décisions. À moins justement que les coureurs fassent une grève ou boycottent ce type de sprint, ce qui pourrait être une action très forte. Je crains que ça n'ait pas malheureusement une grande influence sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Et ton avis m'intéresse beaucoup, et on s'arrêtera là pour le Tour de Pologne. Évidemment, est-ce qu'il ne faut pas attendre un petit peu de voir comment les choses évoluent avant de tomber fortement sur Dylan Groenewegen, avant de tomber fortement sur l'organisation du Tour de Pologne, où tout de suite il faut se dire qu'il faut agir et que c'est des actes qui sont criminels, comme on a pu le lire. Comment tu vois un petit peu la chose, Bertrand ? Alors, tu as l'émotion, tu as les images. Clairement, Groenewegen, il fait une faute. Je veux dire, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce qu'il a fait, c'est pas convenable. En revanche, j'ai envie de dire que des coureurs qui font ce type d'action, malheureusement, il n'est pas le premier. Et il ne sera pas le dernier. Il ne faut pas se leurrer. Le sprint, c'est parfois très bordélique, parfois très dangereux. Donc, le vouer aux gémonies et l'envoyer en prison, j'ai envie de dire, c'est un petit peu extrême quand même. Non, je pense que... En revanche, moi, je pose la question de l'aspect pénal, à quel point il est responsable éventuellement aux yeux de la société et non plus aux yeux de sa fédération. Ça, c'est une vraie question que je pose. Maintenant, tomber sur le Tour de Pologne, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu tombes sur le Tour de Pologne, j'espère que tu vas tomber sur tous ceux qui organisent des sprints avec des coudes dans la rue. Enfin voilà, ce genre de choses. Faut être cohérent. Je pense que là, pour l'instant, Groenewegen, à mon avis, il doit pas bien le vivre. Et je pense que rien que ça, déjà, dans un premier temps, ça suffit. Faut pas à mon avis, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus pour le moment. On est d'accord. Je pense que c'est assez compliqué pour le Hollandais actuellement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cet incident au lendemain de cette première étape du Tour de Pologne. Évidemment, on va tous croiser les doigts pour avoir des nouvelles positives par la suite de Fabio Jakobsen, qui prochainement va avoir 24 ans, donc très jeune coureur. Mais évidemment, on ne doute pas de la force et de l'énergie de Fabio Jakobsen pour sortir de ce lit d'hôpital. On va passer à une autre course, à un autre fait, plus joyeux celui-ci, puisqu'on va évoquer la victoire désormais de Nasser Boigny, et oh là là, puisqu'on va évoquer la victoire d'Arnaud Démare. Ah, mais là-dessus, il est beau. C'est ça. Puisqu'on va évoquer la victoire de Arnaud Démare et non pas Nasser Boigny sur la classique italienne Milan-Turin, une classique qui a été redessinée en 2020 pour les sprinteurs, qui signe la première victoire du Français cette saison en 2020 avec un train de la Groupama FDJ très très costaud. Alors Johan, tout d'abord, première question, est-ce que c'est pas un sacré kiff de voir Arnaud Démare battre les Peter Sagan, les Caleb Ewan, Wout van Aert ou encore Fernando Gaviria sur une course comme ça, de costaud, dédiée aux sprinteurs? C'est très satisfaisant, oui, surtout qu'on sortait du Tour de Burgos où on le voyait très très en forme. Son train très très fort aussi, où ça ne concluait pas parce que soit Gaviria faisait un virage incroyable, soit il y avait une chute qui l'empêchait de mener ses plans à bien. Et du coup, avoir vraiment tout qui se met en place de manière parfaite, Démare qui revient à son meilleur niveau de sprint, je pense, son niveau de sprint du Tour 2017, début de Tour 2017 où il était très très fort. Et vraiment, ça fait très plaisir de voir ça, quoi. Tout se passe nickel, tout va bien, et puis c'est extrêmement satisfaisant. Bertrand, le train qui a été en place sur les 3-4 derniers kilomètres de la Groupama FDJ, c'est un train d'élite, c'est un train de niveau mondial qui a été mis en place. Ça a fonctionné parfaitement et Arnaud Démare le stipulait d'ailleurs à la fin de l'étape, tout a marché comme il l'avait convenu. Ah là, il peut. Souvent, la FDJ a parfois des petits problèmes. On pense notamment à la victoire de Sam Bennett et la chute de Guarnieri.
bon, c'est des petits épiphénomènes où souvent Demar, il a du mal un petit peu à suivre ses coéquipiers aussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Mais alors là, franchement, tout était parfait. Quel boulot de Sinkeldam. Quel boulot. Quel abattage. Donc, non, vraiment, pour le coup, ça a été vraiment superbement mené. Et c'est vachement prometteur pour la suite. Exactement, c'est très prometteur pour la suite. On va aborder Milan-San Remo, qui est un de ses grands objectifs. Aussi, on peut dire qu'il a fait un énorme travail, un énorme boulot, Arnaud Démare, pour revenir en forme, parce qu'on sait qu'il s'est blessé juste à la sortie du confinement, pour rajouter encore de la malchance à sa carrière. Mais finalement, on voit que le travail a été très bien fait, le suivi médical très bien fait. Milan-San Remo se présente plutôt bien pour la Groupama FDJ, Johan. Après, le problème pour Arnaud Démare qui va se poser sur Milan-San Remo, c'est que le parcours est différent cette année et qu'on a rajouté du dénivelé un peu sur le parcours parce qu'on peut pas exactement passer au même endroit. Donc, sachant que on ne sait pas exactement dans quel état va être le peloton et s'il va y avoir des équipes qui vont vraiment pouvoir contrôler, c'est dur de savoir si on va avoir une arrivée au sprint et si Arnaud Démare va pouvoir s'exprimer ou s'il va arriver pour la 6e, 7e place après un petit groupe qui sera échappé dans le Poggio. Donc, je pense que le plus gros problème pour Arnaud Démare, ça va être celui-là. Ou alors Arnaud Démare va être capable de suivre les attaques dans le Poggio, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais je pense que la plus grosse complication pour lui, c'est ça. Si effectivement ça arrive au sprint, en bas du Poggio, je pense qu'effectivement, là actuellement, c'est le coureur favori dans cette configuration. Alors tu fais très bien de mentionner ce Milan-San Remo édition 2020 parce que évidemment elle sera complètement particulière. C'est une course qui a été remodelée, donc qui ne passe pas par les villes ou communes traditionnelles, donc avec des bosses supplémentaires. Et fait majeur, on aura des équipes qui seront réduites à 6 coureurs au lieu de 7 ou 8 habituellement, 7 de mémoire. Donc tout ça rend la course d'autant plus incontrôlable et imprévisible, Bertrand. Oui. Et de ce fait, je ne sais pas très bien quoi rajouter parce que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'on va avoir un show à la Wout van Aert? Est-ce qu'on va avoir une arrivée au sprint comme on pouvait avoir avant 2017? Je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi m'attendre sur une course aussi longue avec aussi peu de kilomètres au compteur pour les coureurs. Du coup, c'est une course excitante. C'est une attente excitante, du coup. Ah bah oui, bien sûr. Puis on a toujours aussi en tête la victoire éventuelle de Philippe Gilbert pour la légende. Ça fait partie des petites choses qu'il faudra surveiller. Mais oui, c'est un Milan-San Remo qui est très excitant. Alors, il est toujours excitant, surtout à l'approche du Poggio, mais là, il sera excitant dès le départ. Je voudrais revenir rapidement sur l'arrivée de Milan-Turin, sur l'autre sprinter français qui était en lice, Nasser Boigny. Malheureusement lâché un petit peu trop tôt par son équipe, mise en cause apparemment à un rond-point qui les aurait fait reculer, et on s'est rendu compte qu'il était idéalement placé, et aux 2 derniers kilomètres, Nasser Boigny s'est retrouvé quasiment seul, sans aucun de ses coéquipiers qui l'amenaient. Je crois qu'il y avait Dan Maclay et Laurent Pichon à quelques kilomètres de l'arrivée, et patatrac, il se retrouve seul, il n'a pas pu mener son sprint à bien. Johan, c'est une déception pour le sprinter d'Arkea Samsic. C'est une déception. Après, je pense que s'il est réussi à remonter jusqu'à la 6e place, c'est qu'il a quand même les jambes et qu'il est quand même en condition pour pouvoir faire un beau Milan-San Remo. La question, c'est aussi, est-ce qu'il va pouvoir passer les bosses? Parce qu'autant on a vu Arnaud Démare travailler sur le Tour de Burgos, à faire le train devant David Gaudu dans des petits cols pour vraiment être en forme sur cet aspect-là, autant Nasser Boigny, on l'a vu lâcher assez loin sur la classique italienne qui a eu dernièrement, dont je me souviens plus du nom parce que c'était un peu compliqué. Mais donc la question pour Nasser Boigny, c'est plus réussir à se retrouver dans une bonne position et effectivement une équipe qui forcément va moins bien l'encadrer que celle d'Arnaud Démare. Bon, on a quand même de belles chances de voir nos sprinteurs à l'avant sur ce Milan-San Remo 2020, même si effectivement il y aura plein de surprises avec un nouveau parcours et des équipes avec un nombre inférieur à ce qu'on a l'habitude de voir en temps normal. Donc samedi 8 août, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. Voilà, donc Milan-San Remo dans le nord de l'Italie. On reviendra au sein des podcasts Chasse-Patate sur cette épreuve particulière, évidemment. On peut dire quand même pour Milan-San Remo que le favori, c'est probablement Wout van Aert, qui a gagné Strade-Blanquet, qui a encore fini 3e de Milan-Turin sur un sprint plat au milieu des sprinteurs, qui est dans une excellente forme et qui, dans toutes les configurations possibles, peut aller gagner. Wout van Aert, favori pour toi, Johan? Largement, oui. Je pense même pour plus de monde que moi, à mon avis. Bertrand?
Il y a le favori du cœur et il y a le favori rationnel. Le favori rationnel, c'est Wout van Aert. Là, je rejoins Johan. Et le favori du cœur, c'est De Marre. Ok, eh ben, c'est noté, on en reparlera. C'est vrai qu'entre ces deux coureurs, vu qu'on les aime tous les deux bien, on ne sait pas trop comment choisir. Voilà, on verra avec Philippe Gilbert également dans la balance. On avance au cours de ce podcast vers la troisième partie, le Tour d'Occitanie. On était par chez toi, Bertrand, si mes informations sont bonnes. Alors, plusieurs éléments sur ces 4 étapes à retenir. On a vécu tout d'abord une belle édition, des très beaux paysages, une course qui a été plutôt bien organisée dans l'ensemble. C'est les échos qu'on a eus notamment de la part de certaines instances, notamment l'UCI ou alors Christian Prudhomme. 3 faits majeurs, Ineos qui a un train qui est plutôt bien huilé et qui fonctionne très bien dès la première arrivée au sommet, donc sur l'étape numéro 3. Un Thibaut Pinot qui est en forme, qui est dans les temps et qui propose une très belle attitude en montagne. Et un Benoît Cosnefroy qui a été, ma foi, resplendissant sur l'arrivée de la 4e étape. On peut peut-être commencer par Benoît Cosnefroy, Bertrand. Il a frappé très très fort sur cette montée, pas simple du tout. Ah non, ça c'est un bon petit kilomètre à plus de 10% et surtout quelle injection, parce que Frail, il s'est fait bouffer. Non, c'était superbe, dans un cadre superbe, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Non, c'était... mais surtout, Cosnefroy, il confirme que c'est notre futur pour ce type de course. Alors futur, bien entendu, vous allez me dire qu'on a Alaphilippe, donc je n'enlève pas Alaphilippe, mais... Cosnefroy, normalement, maintenant, la prochaine étape, c'est le World Tour. Et puisqu'il monte quand même depuis quelques mois, il devrait y arriver assez rapidement. Enfin, il a tout pour. Hein. Et ce serait World Tour dès cette année, parce que quand on le voit gicler comme ça, alors le plateau n'était pas ce qu'on pourrait retrouver sur les Ardennaises, il faut être tout à fait honnête, mais quand on le voit gicler comme ça et avoir une progression constante, comme tu le dis depuis ces derniers mois, on va attendre du Benoît Cosnefroy dès cette saison sur les Ardennaises. Oui, alors après, le problème, c'est que c'est une saison tellement atypique que c'est compliqué de te répondre. Moi, je l'aurais bien vu, par exemple, performer sur les Canadiennes. Mais bon, en l'occurrence, comme elles n'auront pas lieu. Elles n'auront pas lieu, oui. Les Ardennaises, c'est un peu différent. Là, sur Rocamadour, quelque chose qui était aussi très important, c'était le placement. Donc, ça veut dire qu'il était placé au bon endroit. Parce que c'est quelqu'un qui était en fond de peloton, il ne pouvait même pas rêver un instant réussir. Donc, une World Tour, mais pas forcément ardennaise, j'ai envie de te dire. Une World Tour puncher, je ne sais pas laquelle, mais... D'un Français à l'autre, Johan, ta sensation, tes sentiments par rapport au parcours et à la course de Thibaut Pinot qui finit 4e au classement général, mais à chaque fois très bien placé sur les arrivées au sommet, que ce soit la 3e ou 4e étape. Elle est très rassurante. Surtout qu'on avait entendu quelques nouvelles comme quoi il avait eu mal aux dents au milieu de juillet, des choses comme ça, comme quoi il n'avait pas pu s'entraîner exactement comme il voulait. Et au final, on trouve quand même à jouer le jeu pour... pas exactement la victoire parce qu'il en manque un peu, mais en même temps le but c'est le Tour de France, c'est pas le Tour d'Occitanie. Donc là il est vraiment dans les temps, il a une belle puissance, on a vu qu'il récupère très bien parce que Rocamadour était très fort aussi. Donc tout va bien pour l'instant. Le but ça va être d'être en forme à la fin du Tour de France, vu qu'il va y avoir notamment de chrono à la planche de Belleville où on peut perdre beaucoup de temps si on commence à être fatigué. Donc là tout est ok, tout est dans les cordes. Et aussi son équipe a vraiment bien répondu présent, notamment à Sébastien Rachenbach qui semble avoir trouvé un gros niveau. Et ça, c'est vraiment encourageant pour le Tour de France. Tu fais bien de faire référence à cette... alors, je ne sais pas si c'était une rage de dents, mais en tous les cas, il y a eu un petit souci avec ses dents, parce que c'est une information qui est passée un petit peu comme ça et qui a peut-être pas alerté tout le monde. C'est quand même c'est peut-être un signe, c'est-à-dire qu'en juillet il se passe toujours quelque chose. Voilà, c'était au mois de juillet, on va se dire qu'il est passé, Tour de France décalé en septembre, la voie est libre, voilà, il faut voir les choses comme ça pour 2020. Oui, il va faire comme à la Vuelta 2018. Il va allumer tout le monde dans l'école, il va partir tout seul et puis... on l'espère, en tous les cas, on l'espère. Moi j'aimerais avoir l'avis de Bertrand sur l'équipe Ineos, qui
Bon, on a vu du Ineos copier-coller. Alors je sais que ça déplaît à certains. Moi personnellement, je trouve que c'est toujours quelque chose qui est assez bluffant à voir. Ils ont été juste incroyables sur. J'ai plus le nom du col de la Brayère, hein, je crois, sur l'arrivée de la 3e étape. Béred. Ouais, je l'ai mal prononcé, Béred. Ça a été une machine. Le rouleau compresseur est déjà en place et bien présent. Pas avec les coureurs qu'on attend, avec des nouveaux. C'est surtout ça peut-être le point positif, ou en tout cas la nouvelle donne, c'est qu'on prend le même train, on met pas les mêmes coureurs et ça marche tout autant. Oui. Et puis surtout, quelle course de Sivakov. Là, quel niveau, hein. Il y a des moments, enfin, il était vraiment au niveau de Bernal sur certains aspects. Donc, non, là, pour le coup, on sait qu'il va faire normalement le Tour de France. Il y a quand même peu de suspense là-dessus. Donc, ça va être très intéressant à voir. Après, ce qui est formidable dans cette équipe, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, hein, c'est en effet, comme tu dis, c'est sa capacité à renouveler les coureurs dans son train et à toujours garder cette mécanique. Pour ça, ils sont très forts. Donc là-dessus, il y a. Puis même Tao Geoghegan Hart a fait aussi un très très beau boulot. Hein. Ah, lui, il a fait un boulot monstrueux. Il a sorti tout le monde de la roue. Hein. Donc non, ils sont impressionnants, ils font peur, mais j'ai envie de te dire comme chaque année, Phil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, comme tu le disais, on voit des nouvelles têtes et des confirmations. C'est-à-dire que depuis la saison passée, on a vu un petit peu l'éclosion de Tao Geoghegan Hart et Pavel Sivakov, donc que ce soit sur le Tour des Alpes, notamment au Giro. Et là, on voit, alors juste sur cette étape et cette épreuve, mais on voit qu'il y a un cap qui a été franchi parce qu'ils ont été performants. Je ne sais pas si toi, Johan, ces étapes-là et cette manière de procéder te font chavirer, t'inquiètent ou te plaisent au contraire de voir ces équipes comme ça dominer le peloton? Bah, moi, sur des courses de côte, j'aime bien le côté gros train, rapide, où ça craque un petit à petit par l'arrière. On prend la liste des dossards, on regarde, ah, c'est lui. J'aime bien, c'est assez marrant. Après, sur une configuration de course de haute montagne un peu plus longue, c'est plus embêtant, mais là, sur une arrivée où ça avait rouloté dans les petits cols avant, où c'est plutôt agréable en fait à suivre. C'est un peu. Il y a toujours un petit côté où il manque un peu le fait que ce soit 2 Ineos devant, on regarde qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre, mais sinon ça c'est pas très grave. Donc non, j'aime plutôt bien. Bon, alors en tous les cas, sur ces courses, Milan-Turin, Tour d'Occitanie, on n'a que du bon côté français, donc c'est très positif pour la suite. On a de très belles perspectives devant nous. Ah, Bertrand, pas forcément d'accord avec moi alors. Alors j'apporte un bémol quand même parce que tu as la Romain Bardet et sa blessure au coude gauche qui va peut-être mettre en cause, sait-on jamais, sa participation au Tour de France, et du coup, on le retrouverait sur le Giro, ce qui, je pense, ferait plaisir à pas mal de gens aussi. Donc quelque part, un mal pour un bien. Exactement, Romain Bardet, il y a tellement, la saison va être tellement dense que si c'est pas le Tour de France, s'il peut pas être à 100%, il y aura autre chose pour satisfaire et le voir performer. Donc bon, au final c'est pas très très inquiétant, mais de mémoire, Romain Bardet, c'est simplement de fortes contusions au coude, hein, c'est ça? Oui, mais il avait dû quand même faire des examens à l'hôpital pour vérifier. Donc si tu veux, ça veut dire qu'il avait vraiment mal. Donc, maintenant, à voir comment il récupère. Exactement, à voir comment il récupère. On va avoir un œil attentif là-dessus. Bertrand, Johan, merci pour l'ensemble de vos analyses sur ces courses-là et cette situation, notamment au Tour de Pologne, où encore une fois, on va attendre des nouvelles extrêmement rassurantes, on l'espère, du côté de Fabio Jakobsen. Beaucoup de choses à évoquer comme chaque fois. Les podcasts Chasse Patate vont vous accompagner, chers auditeurs et auditrices, tout au long de cette saison et tout au long de l'été. N'hésitez pas à partager et à échanger avec nous, hein, que ce soit sur Twitter ou notre site internet Le Gruppetto. Messieurs, on se dit à très vite. Mesdames et messieurs, bon été et à la prochaine. Salut. Salut à tous.